Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors Mathieu, ça a l'air que demander aux gens d'où ils viennent, c'est une micro-agression. Ouais, alors c'est t'as eu l'occasion de parler dans une de tes chroniques récemment. C'est une étude parue d'abord dans Actualité UQAM qui réfère à une thèse de doctorat, si je ne me trompe pas, qui a été reprise ensuite dans le journal Métro ces derniers jours, qui nous expliquait que des jeunes issus, l'échantillon était assez limité, mais issus de l'immigration africaine, ressentaient, soit ils étaient nés au Québec, mais ils étaient issus d'immigration par leurs parents, ils se sentaient agressés lorsqu'on leur demandait quelle était, par exemple, leur origine. C'est une forme de micro-agression, un rappel à l'origine d'une manière ou de l'autre qui serait particulièrement violent symboliquement à leur endroit. Donc, c'est assez intéressant de voir comment les gestes élémentaires de la courtoisie aujourd'hui, qui consistent à demander s'enquérir de quelqu'un, d'où vient votre prénom, quelles sont vos origines, ce qui était autrefois des marques de courtoisie, c'est retraduit dans la logique de l'idéologie dominante, c'est retraduit comme des gestes d'agression, de discrimination même. Autre élément assez intéressant là-dedans, et ça m'a frappé, c'est qu'on nous explique que ces jeunes ont une image très négative des Québécois dits francophones, mais une image beaucoup plus positive des anglophones. Et on nous présente ça comme s'il s'agissait d'un point de vue légitime. C'est-à-dire, s'ils ont un point de vue négatif sur les francophones, c'est donc que les francophones ont quelque chose à se reprocher d'une manière ou de l'autre. Mais ce serait intéressant de savoir, imaginons qu'on fasse une étude inverse, puis on questionne les Québécois francophones sur différents groupes issus de la diversité. Donc, si certains de ces groupes-là, il y avait un point de vue qui était plutôt négatif. Qu'est-ce qu'on dirait immédiatement? On dirait les Québécois ont des préjugés, ils ont des stéréotypes, ils sont dévorés par le refus de l'autre. Et dès lors, ils doivent se réformer, ils doivent réformer leurs préjugés. Bon, ils doivent déconstruire leurs préjugés. Mais quand les préjugés, les mauvais sentiments sont à l'endroit des Québécois francophones, alors là, c'est les Québécois francophones qui sont eux-mêmes responsables de la mauvaise image qu'ils dégagent. Donc, on est encore une fois dans la logique du deux poids, deux mesures, qui me fascine. C'est vraiment au cœur du régime diversitaire. Il y a ce deux poids, deux mesures, et on le voit quand on dit, par exemple, que le racisme est unilatéralement, c'est le blanc versus le non-blanc, ou le racisé, on dit aujourd'hui, et jamais en sens inverse. Le sexisme, c'est l'homme par rapport aux femmes, et jamais en sens inverse. La haine, c'est la majorité par rapport à la minorité, mais jamais en sens inverse. Eh bien, s'il y a des préjugés négatifs à l'endroit des populations issues d'immigration, c'est la faute des Québécois qui sont dévorés par leurs préjugés. Et si les Québécois paraissent mal, c'est de la faute des Québécois francophones, parce qu'ils se rendraient coupables tellement de la mauvaise image qu'ils rendent d'eux-mêmes. On est dans une espèce de système explicatif qui est fondamentalement déréglé. Fondamentalement déréglé et qui dérègle finalement notre capacité à lire les rapports sociaux. C'est pile, je gagne, face, tu perds. Oui, non, mais c'est exactement ça. Et là, on nous présente ça comme une enquête particulièrement intéressante du point de vue de la compréhension des rapports sociaux. C'est une enquête qui vient... Et pourquoi reçoit-elle? Parce qu'il y a beaucoup de thèses de doctorat qui se font. Pourquoi l'une d'entre elles trouve-t-elle soudainement un tel écho? Mais parce qu'elle vient radicaliser, renforcer la logique du régime, en quelque sorte, qui est fondée sur une forme de culpabilisation en toutes circonstances des majorités. Les peuples historiques des nations d'Occident, les majorités historiques, c'est tout ce qui permet de les culpabiliser, de faire leur procès sur un bord ou sur l'autre, eh bien, c'est légitimé. C'est assez intéressant, finalement, de voir comment, à travers tout cela, eh bien, c'est le simple droit d'un peuple d'exister, puis d'avoir ses mœurs, d'avoir sa culture, puis de faire en sorte que ceux qui le rejoignent, eh bien, sont appelés à prendre le pli de cette culture-là. Tout cela, aujourd'hui, est mis en procès. J'ajoute une chose dans la petite enquête qui nous était présentée. Eh bien, on nous expliquait aussi que le Québec était finalement assez décevant pour ces gens, et ils rêvaient de s'en extraire, en quelque sorte. Ça vient un peu confirmer le sentiment qu'on a quelquefois que le Québec est une forme de porte d'entrée sur l'Amérique, quelquefois, mais c'est plutôt décevant, pas à la hauteur de l'Amérique, avec plein de francophones bouseux qui s'entêtent à parler une langue d'ailleurs, on nous dit souvent, ça c'est pas dans l'enquête heureusement, mais qu'on se voit souvent sur les réseaux sociaux, les gens nous disent ils veulent préserver leur langue, mais en plus ils la parlent mal. Et là, donc, une forme de mépris, mais ce mépris ne doit jamais être nommé. Mentionner ce mépris, ça serait participer
participer, bien évidemment, au racisme. Il y a quand même, à un moment donné, on a envie de dire c'est assez. Et c'est comme si seulement les personnes noires se faisaient demander d'où elles viennent. Je m'excuse, mais les Français sur le plateau, ils se font demander de quel coin de la France vous venez. Est-ce que, alors que peut-être cette personne-là est née ici, les Belges, les Suisses qui ont un accent, les Madelinots, les gens voyons, c'est comme si seulement on posait ces questions-là seulement aux gens racisés. Voyons. Ah ben, je pousserais ça plus loin pour le dire avec amusement. Je veux dire, moi qui viens de la Rive-Nord de Montréal, pour une raison qui m'échappe, je me fais demander quelquefois d'où je viens. Et là, je suis bon, je le prends jamais mal. Hein. Pour vrai, là, je réponds généralement, 1625, le premier côté arrive en Nouvelle-France. Bon, mais ça fait un boom, je viens de France apparemment. Bon, il y a quand même, à un moment donné, cette capacité de tout coder en termes de discrimination, de tout coder en termes d'exclusion, de tout coder en termes de gestes racistes, consciemment ou inconsciemment, ça rend la société non seulement illisible, mais invivable. Et c'est pour ça que là-dessus, j'ai l'impression que cette sociologie un peu déréglée, à terme, va engendrer elle croit résoudre des problèmes sociaux. Mais en fait, c'est une machine à antagoniser les groupes comme pas possible. C'est une machine à créer des groupes sur le mode de l'identité raciale. C'est une machine qui pousse les gens à se désigner d'abord selon la couleur de leur peau. C'est une machine qui pousse les gens à se définir les uns contre les autres, qui nous éloigne de la logique nationale, qui, elle, est une logique d'intégration. Moi, je suis assez effrayé par tout cela et par le fait que c'est présenté sous le signe de la bonne conscience et de la science chaque fois. Et tu as vu aussi un texte dans la presse assez délirant qui s'intitule « Qui a peur des woke ?» où là, soudainement, là, on s'en met sur les woke, c'est pas si dangereux que ça. En fait, c'est les gens de droite qui arrêtent de taper sur les woke. C'est des gens, au contraire, progressistes qui veulent nous faire évoluer, etc. Donc, qui prend la défense de cette meute qui veut faire taire ceux qui ne pensent pas comme eux à tout prix. Ce qui n'est pas surprenant, paradoxalement, pour la raison suivante, c'est que moi, ça fait un bon moment que j'ai dit que les woke, appelons ça comme ça, ne sont que l'avant-garde militante de ce que j'appelle le régime diversitaire. Ils représentent le prochain consensus. Ne nous trompons pas, ce qui passe pour fou en ce moment, dans 10 ans, ça va passer comme pour normal. Et n'oublions jamais, ça c'est mon obsession, je le répète chaque fois, mais nous vivons dans une société où il est scientifique d'affirmer que des hommes et des femmes n'existent pas et que la fluidité de l'identité de genre est le nouveau fondement de l'identité sexuelle. Au nom de la science. C'est assez amusant, au nom de la lutte contre la post-vérité. Donc, on est devant l'avant-garde militante, et que nous disent les plus modérés du régime diversitaire? Ils trouvent qu'ils vont un peu loin, les woke, par leur méthode. Ça va un petit peu loin. Mais ils vont quand même dans la bonne direction. Ils nous expliquent, oui, il y a 3 ou 4 farfelus, peut-être 5 ou 6 s'il le faut. Mais tant que ça, vraiment, faut-il exagérer? Et là, quand on leur fait remarquer que non, un instant. Quand on regarde l'ensemble des postes universitaires aux États-Unis, par exemple, d'ailleurs, Guillaume Marois le faisait remarquer ce matin sur sa page Facebook, Guillaume Marois qui documente ça assez finement, pour entrer dans des grandes universités, là, comme professeur, mais même pas en sciences sociales, en physique, en mathématiques, tout ça, eh bien, il faut montrer comment nos travaux, d'une manière ou de l'autre, participent à la promotion de l'inclusion et de la diversité. Faut pas oublier que dans certains départements, c'en est amusant, on nous explique que l'enseignement des mathématiques est lié à la suprématie blanche. Il fallait quand même y penser. Il fallait y penser, mais ils y ont pensé. Donc non, on n'est pas devant des faits divers qui seraient amplifiés par la méchante droite identitaire. D'ailleurs, c'est amusant. Hein? Je me rappelle l'autre fois, à la télévision, à la radio-télévision fédérale, à l'émission du dimanche soir, Isabelle Haché, qui par ailleurs a fait un travail qui vaut la peine de noter sur toute l'espèce de délire dans les universités, mais qui elle-même est manifestement mal à l'aise avec tout ça, nous dit, oui, mais là, les woke, faut pas exagérer, c'est une étiquette, c'est génial ce qu'elle nous dit, c'est une étiquette d'ailleurs qu'ils ne revendiquent pas, qui leur est collée dessus par les gens de la droite identitaire. OK, là, t'as envie de dire, mais chère Isabelle, vous êtes au courant que droite identitaire, je connais personne qui se réclame de ça. Donc, au moment de condamner une étiquette qui est par ailleurs revendiquée, vous plaquez une étiquette sur les gens d'en face qui font soit du temps critique que vous critiquez depuis des années. Et toi, l'étiquette qu'on te met là, en disant réactionnaire, puis tu sais, tout ça, voyons donc. Mais évidemment, c'est comme d'ailleurs en France, la querelle sur l'islamo-gauchisme, qui est assez drôle. Alors, peu importe, le concept d'islamo-gauchisme est effectivement un concept qui a ses limites. Mais ce qui est drôle, c'est que des gens qui nous expliquent qu'il y a des concepts comme racisme systémique, privilège blanc, fragilité blanche, fluidité de l'identité de genre, ça, c'est des concepts scientifiques. Mais islamo-gauchiste ne l'est pas. Il faut quand même m'emmener. Donc, moi, je suis persuadé, en fait, c'est une chose qui m'obsède depuis des années.
l'étiquetage idéologique et politique est au cœur des méthodes qui permettent de gérer les réputations en société. Et ce que l'on voit en ce moment, c'est une volonté de faire en sorte que la critique du wokisme doit être réduite à la critique de ces expressions. On veut réduire ça à des espèces de faits divers exagérés rapportés par des médias sensationnalistes, mais on refuse de prendre au sérieux la tendance lourde. Et au même moment, on dit tout ça, c'est la faute à la méchante droite identitaire dont personne ne se réclame, mais qu'il faut dénoncer rituellement pour faire partie du bon camp. C'est incroyable. C'est hallucinant. Ça dégouline de mauvaise foi. Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté. Dépensé pas comme les autres. Mon cher Mathieu, je sais que tu voulais me parler de Donald Trump, mais je veux t'envoyer sur 2 autres sujets. Je sais que tu es comme un excellent musicien, tu es capable d'improviser à merveille. Donc, écoute, vas-y. OK, premier sujet, ça prend une traductrice noire pour traduire le recueil d'Amarda Garman, qui est une poétesse noire. Alors, oui, en néerlandais, oui, j'ai vu passer. Non, mais c'est la logique racialiste qui se déploie dans une forme d'intégrisme racial. Cette idée que, j'ai entendu que seuls des professeurs noirs pouvaient enseigner à des enfants noirs. On a cette idée que seuls des noirs peuvent représenter des noirs, ou inversement, des blancs peuvent représenter des blancs. On peut faire la longue liste. Et bien là, désormais, une poétesse noire ne peut être traduite que par des poètes noirs, des traducteurs noirs. Donc, c'est la logique, non seulement racialiste, mais on va y aller, on va quand même ôter le mot, c'est une logique raciste. Peu importe. Le racisme, aucun groupe n'en a le monopole. Dès lors, c'est une survalorisation de l'identité raciale sur le mode de la ségrégation, d'une ségrégation revendiquée, d'une ségrégation officialisée, d'une ségrégation valorisée. Et tout ça au nom du progressisme, il ne faut pas l'oublier. Tout ça au nom de l'émancipation. Tout ça au nom de l'émancipation des dites minorités. On est dans une logique raciale pure et simple. Et devant cela, ça ne suscite pas vraiment l'indignation. Il ne faut pas se tromper. Dans le grand système le système médiatique mondial, le système universitaire, on a plutôt tendance à trouver que c'est légitime et que c'est une demande légitime de représentation. Là, si tel est le cas, eh bien, nous basculons dans la politique du silo ethnique, dans la politique du silo racial. C'est une logique qui nous conduit inévitablement, tôt ou tard, au conflit entre les gens selon la couleur de la peau. Et on nous présente tout. Et s'inquiéter de cela, ne l'oublions pas, peut nous valoir l'étiquette d'homme d'extrême droite et ainsi de suite. Ça devient loufoque. Mais là, Mathieu, un blanc peut pas comprendre le texte d'un noir, mais là, est-ce que ça va prendre une femme noire? Parce qu'un homme noir, j'imagine, ne peut pas comprendre une femme noire. Est-ce que ça va prendre une jeune femme noire? Parce qu'une vieille femme noire ne peut pas comprendre une jeune femme noire. Tu sais, c'est l'intersectionnalité aussi. Est-ce qu'on va là, tu sais, on ajoute toujours un critère de plus? Mais oui, mais on rajoute toujours un critère de plus. C'est dans la logique même de toujours rajouter un critère de plus pour être toujours représenté par le segment identitaire le plus étroit auquel on peut s'identifier. En dernière instance, on arrive à cette idée que c'est l'enfermement en soi-même. Personne d'autre que soi-même ne peut se représenter. Il n'y a plus d'identification sociale. En fait, on est en train d'entrer dans une espèce de délire idéologique, de délire racial partout en Occident, qui nous vient des États-Unis, mais qui a une espèce d'effet de contamination idéologique. Et des choses comme ça vont se multiplier, sans le moindre doute. Un cas comme celui-là devrait, dans un monde normal, il y a 5 ans, mettons, il y a 3 ans, on aurait dit ça aurait provoqué un scandale immense. Aujourd'hui, on n'est pas loin de dire que le scandale, c'est de s'en inquiéter. C'est quand même quelque chose d'étrange, là. S'inquiéter du racialisme, c'est désormais une forme de pensée réactionnaire inacceptable. On bascule dans un monde parallèle. Écoute, je parlais en début d'émission du film Moonlight qui avait gagné l'Oscar du meilleur film il y a quelques années, qui était un film seulement des Noirs. Tous les comédiens étaient noirs et c'était sur un homosexuel noir qui était victime de discrimination. J'ai vu ce film-là et j'ai pleuré parce que je m'identifiais je me suis identifié à un jeune noir d'un ghetto homosexuel, et pourtant c'était moi, tu comprends? Je me suis extirpé de moi-même. Quelle est la difficulté de ces gens-là à s'extirper d'eux-mêmes? Parce que c'est vu comme une espèce de fraude intellectuelle. On nous explique aujourd'hui que la vérité, c'est de s'assumer comme sujet racial. C'est ce que nous dit Robin DiAngelo.
c'est qu'il faut désormais s'assumer comme sujet. Donc, la théoricienne de la fragilité blanche, c'est ce que nous dit Ibram X. Kendi, c'est il faut assumer notre position raciale. Et dès lors, dans une société où l'expérience raciale serait fondatrice et insurmontable, eh bien, prétendre s'identifier notre expérience raciale que la sienne, en dernière instance, ça peut même être de l'appropriation culturelle, une forme d'appropriation psychologique d'une histoire qui n'est pas la sienne. S'identifier, on arrive dans tout cette espèce de délire où, selon cette logique de l'identification raciale, dois-je, lorsque je regarde les États-Unis des années 50, 60, m'identifier aux Blancs qui résistaient à la ségrégation, ou dois-je m'identifier aux Noirs qui luttaient pour l'émancipation, les droits civiques et ainsi de suite? Est-ce qu'on est vraiment... Évidemment, il y avait la figure là-dedans, il y a l'allié légitime, alors que ça qu'on peut apprécier dans ce portrait, mais est-ce qu'on est rendu à cette idée que je dois en dernière instance m'identifier aux Blancs ségrégationnistes plutôt qu'aux Noirs qui luttaient contre la déségrégation, contre la ségrégation? C'est quand même débile, cette logique-là. On est dans une logique qui nous conduit inévitablement à l'identification raciale systématique. Et inversement, si on décide de s'identifier à quelqu'un d'autre, une autre histoire que la sienne, mentalement, psychologiquement, parce que la culture, c'est ce qui permet d'être autre chose que soi-même par le travail de la pensée, eh bien ça serait un geste d'appropriation culturelle et d'impérialisme culturel. On est dans une espèce de délire, et ce qui est tragique, c'est que c'est quand même un délire subventionné, un délire alimenté par les universités, un délire alimenté par les médias publics, et résister à cela vaut aujourd'hui réputation d'infréquentable, de réactionnaire, pas loin de alt-right, plus tralala. Il faut, et on se demande comment stopper ça, parce que la machine est lancée, elle n'est pas à la veille de s'arrêter. Non, et moi j'aimerais le rappeler à ces gens-là, la phrase de Camus qui extraordinaire. Un homme fait de tous les autres hommes qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. On est tous pareils. L'universalisme. Ben oui, mais vraiment, mais ça, c'est le génie de l'universalisme, c'est quand même, me semble-t-il, alors c'est le paradoxe, l'universalité est ancrée dans une tradition dans l'histoire, parce que il a fallu que ça apparaisse quelque part. Et de ce point de vue, la tradition chrétienne, qui est ensuite muée en tradition universaliste, c'est une forme de continuité invisible mais réelle entre le christianisme et les Lumières. C'est-à-dire, c'est cette idée d'universalité, et ensuite on l'a décroché du ciel, mais c'est cette idée d'universalité, l'universalité des hommes devant Dieu, l'égalité des hommes devant Dieu, ensuite l'égalité de la valeur des hommes, on enlève la référence divine, mais cette idée d'égalité des hommes, cette idée d'égale dignité des hommes, c'est quand même, me semble-t-il, le sel de la tradition occidentale. C'est la meilleure part de la tradition occidentale. Elle a besoin pour s'accomplir de conditions d'un État, de nation, de culture. Mais il y a cette idée qu'en chaque homme, je peux reconnaître un égal. Je peux reconnaître un frère. Quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit... C'est quand même un principe fondamental. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frontières, qu'il n'y a pas de pays, qu'il n'y a pas d'État, qu'il n'y a pas de culture, qu'il n'y a pas de civilisation. Toutes ces choses-là sont importantes. Mais il y a ce refus du cloisonnement en soi-même. Il y a cette idée que je peux toujours voir en l'autre un frère. Ce qu'avait dit Tocqueville aussi dans la démocratie en Amérique. C'est le principe de l'humanité moderne. Et bien, devant tout cela, nous sommes invités aujourd'hui à nous replier vers une version à prétention progressiste de l'Afrique du Sud ou des États-Unis de la ségrégation. Non merci. Non merci. Franchement, je n'ai nulle envie de sacrifier le légitime universalisme qui nous rapproche, soit du temps passant, de la meilleure part de la France. Tout à fait. Écoute, mon deuxième sujet, lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde actuellement, en Chine, avec les Ouïghours, 1 million de personnes dans les camps de concentration, lorsqu'on voit l'Arabie saoudite, le prince héritier qui a commandé l'assassinat, le démembrement d'un journaliste, lorsqu'on voit en Iran les femmes et tout ça, où sont nos militants gauchistes? Ce que j'écris aujourd'hui, est-ce que tu les vois manifester devant l'ambassade de Chine? Est-ce que tu les vois manifester devant l'ambassade d'Arabie saoudite? Non. Ils se foutent du reste du monde. Oui, absolument. Ça c'est l'égocentrisme inconscient d'une partie, pas de toute la gauche, mais d'une partie de la gauche occidentale, qui ne cesse de se maudire et qui veut voir une forme de logique de totalitarisme archaïque dans le fait de reconnaître que les hommes sont des hommes et les femmes sont des femmes. Ça, faut déconstruire ça. Mais quand on est devant de vraies tyrannies, eh bien, soit parce que cette idée, même Joe Biden nous dit, ouais, c'est des différences culturelles en Chine, ils n'ont pas le même rapport aux droits de l'homme. Bon, OK, là, mais rions quand même de bon cœur devant une telle affirmation.
C'est-à-dire, on renoue avec cette idée que finalement, mais en certaines cultures, la valeur humaine pèse peu et on s'abstiendra de juger. Alors moi, sur le temps passant, je suis loin d'être un partisan des interventions extérieures. Je pense qu'on a payé le prix des années Bush là-dessus. Moi, le changement de régime, on a fait ça avec l'Irak, on a fait ça en Libye. On a vu ce que ça donnait. Non, mais au moins manifester notre indignation et notre soutien aux gens qui se battent là-bas, là. Eh bien voilà, c'est exactement. C'est-à-dire, entre le changement de régime, qui est une forme d'hubris propre au néoconservatisme américain des années 2000, et la complaisance absolue aujourd'hui, me semble-t-il qu'il y a cette légitime dénonciation de tout cela, mais le progressisme mondain s'inquiète davantage, justement, d'aujourd'hui des nouvelles causes sociétales portées par des mouvances les plus radicales, plutôt que par la situation réellement inquiétante. Et t'as entendu le premier ministre, c'est quoi? C'est de Nouvelle-Écosse, je crois, qui disait, on n'a pas de leçons à donner aux Chinois, ils sont comme ils sont, ils ont leurs valeurs, et nous avons les nôtres, et bon, franchement, là. Oui, mais c'est vraiment cette idée que l'Occident est tellement coupable qu'il doit s'autocritiquer jusqu'à l'extinction, jusqu'à l'autodisparition, et ne pas être capable de voir l'authentique violence qui est comme le nez au milieu du visage dans certains régimes, dans certains pays. Là, on détourne le regard et on décide de se détourner de ce génocide que je ne saurais voir. En tout cas, c'est incroyable, le manque d'universalisme. Vraiment, on est... C'est une des grandes failles de la pensée contemporaine, je crois. C'est la déconstruction de l'universalisme au nom du progrès. On l'avait pas vu venir et pourtant on y est. Oui, puis ils vont dire les valeurs des Lumières, tout ça, c'était des blancs, ça. C'est des valeurs blanches, la liberté. Non, mais les Lumières est une forme d'impérialisme blanc et ainsi de suite, alors qu'on oublie que c'est justement dans cet universalisme qui est une condition de progrès qui était capable d'emporter de manière inégale, parce que l'humanité, c'est pas le paradis, parce que le développement des sociétés ne fonctionne pas partout au même rythme, mais ça a quand même été un facteur de progrès. Mais non, derrière tout cela, il faudrait voir que l'impérialisme blanc, on commence à connaître la chanson. Ben, c'est sûr qu'il faut pas non plus imposer les valeurs des Lumières et les valeurs occidentales à la pointe du fusil, comme préconisé Bernard-Henri Lévy, par exemple, en Syrie, là. On fait pas ça, là. C'est Bush 2003. Non, mais moi, là-dessus, je pense qu'il y a un traumatisme déterminant. C'est Bush 2003 en Irak. Moi, cette espèce de démocratisme casqué et botté, je dis non. Je pense que là-dessus, cette espèce d'impérialisme démocratique a fait faillite. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que ça nous donc ça, c'est l'impérialisme militaire, on s'entend. Est-ce que ça nous empêche de croire à la légitime défense de ces idéaux, à tout le moins chez nous, et lorsqu'on rencontre ces autres pays, de leur rappeler néanmoins l'idée qui est la nôtre d'une certaine idée du progrès. Ça ne veut pas dire ensuite qu'on va se mettre à faire de l'ingérence, d'autant qu'on voit la politique a ses droits, la real politique a ses droits, mais il y a un domaine propre, me semble-t-il, au jugement moral qui devrait pouvoir s'exercer, et surtout, encore une fois, à nos spécialistes et agités ici qui voient partout les tyrannies dans nos propres frontières, il ne devrait pas leur être interdit à tout le moins d'avoir quelques considérations et pensées pour ce qui se passe ailleurs, là où on voit d'authentiques massacres. Tout à fait. Écoute, on se reparle de Trump demain. Excellente journée, Mathieu. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépassé pas comme les autres. Alors, Mathieu, tu veux nous parler de Donald Trump? Oui, en fait, moins de Donald Trump en lui-même que de reprendre une discussion qui était un peu laissée de côté au début de l'année, mais qui me semble toujours importante. C'est-à-dire, on a vu Trump essayer de faire son retour devant une frange du mouvement conservateur américain en fin de semaine. Donc, Trump cherche à faire son retour, mais il est toujours, à ce qu'on en sait, absent de Twitter. Il en a été banni à vie. Or, moi, je trouve qu'il y a quelque chose à travers ça. On a fait comme si la discussion était réglée, mais je ne crois pas. Trump est un acteur de la vie politique américaine. On peut être en désaccord complet avec lui, le trouver grossier, le trouver vulgaire, on peut condamner ses idées, on peut faire tout ça, et puis c'est tout à fait correct. Et on peut trouver qu'il s'enferme dans un monde parallèle avec son idée de l'élection volée, de tout le tralala, pas de souci. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, Donald Trump est un acteur de la vie politique américaine, qu'il représente en quelque sorte une forme d'opposition insurrectionnelle, appelons ça comme ça. Il représente à tout le moins un vrai courant de l'opinion. Est-il normal que dans une démocratie, on puisse tout simplement bannir de l'espace public le contradicteur, aussi désagréable soit-il? Est-il normal qu'on puisse tout simplement le dissoudre, l'abolir, le proscrire, comme si on décidait avec qui on allait débattre et qui on devait laisser de côté de la cité? Donald Trump, quoi qu'on en pense, a quand même rassemblé autour de son nom 74 millions d'électeurs. Notons qu'il y a beaucoup là-dedans de républicains classiques qui ont voté pour lui en se pinçant le nez. Il y en a moins qu'il y a des dizaines de millions d'électeurs qui ont voté pour lui consciemment et ils ont accepté leur vote, ils ont décidé de le faire malgré tout.
On ne peut pas décider de bannir les gens comme tels des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui le nouvel espace public. De ce point de vue, le sort réservé à Trump, on peut applaudir de notre côté parce qu'on ne l'aime pas. On se bat Trump, lui, on fait une exception, on ne l'aime pas. N'oublions jamais que les exceptions sont faites pour se multiplier en la matière et que si c'est lui qui tombe, et pour l'instant c'est lui qui tombe, d'autres tomberont qui seront probablement moins désagréables à notre regard. De ce point de vue, on ne devrait pas accorder aux réseaux sociaux ce pouvoir immense de décider qui peut avoir ou non accès à l'espace public. Il y a des gens qui te répondraient, là, OK, juste pour aux fins de la discussion, il y a des gens qui te diraient, mettons, on fait de l'Uchronie, OK, l'Uchronie, c'est des jeux dans le temps. Mettons que Twitter existait en 1940, à l'époque d'Hitler. Est-ce qu'on ça aurait été moralement responsable de bannir Hitler de Twitter? Alors, si le cas c'est Hitler, moi j'ai pas de problème. Si c'est Hitler, il faut mener une guerre sans merci à ce personnage, et ainsi de suite. Il y a pas de souci avec ça. Mais le problème, c'est ce qu'on pourrait appeler la réduction ad Hitlerum. Le problème, c'est l'hitlérisation par jeu d'association fantasmé de tous ceux qu'on n'aime pas d'une manière ou de l'autre. Donald Trump n'est pas un personnage, disons-le, agréable. On peut trouver que c'est un être fondamentalement toxique. On peut trouver tout ça. Mais là, il y a quand même des limites à s'imaginer qu'on a toujours Hitler devant soi. Parce que il faut jamais oublier que quand on dit qu'on a Hitler devant soi, c'est qu'on s'auto-promeut immédiatement anti-fasciste ou anti-hitlérien militant. On se donne le beau titre de résistant devant le nazisme. Or, autant le nazisme comme le fascisme sont à l'échelle de l'histoire des idéologies criminelles qu'il fallait combattre sans relâche, ce que nous avons fait, soit dit en passant, en Occident, ce qu'ont fait aussi les Russes, faut pas l'oublier, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais nous ne sommes pas toujours devant Hitler. Et le fait qu'on ait devant soi un adversaire très désagréable, qui pour l'instant, à ce que j'en sais, malgré les dernières frasques de début janvier, il est plus au pouvoir. Il fait des discours, mais il est plus au pouvoir. Il joue au golf en Floride. À un moment donné, il faut arrêter de croire qu'on a toujours Hitler devant soi. Cette manie-là, en plus, j'ajouterais que si on se dit qu'on a Hitler devant soi avec Trump, mais qu'est-ce qu'on a avec Erdogan? Qu'est-ce qu'on a avec la figure principale, je perds son nom en Iran, l'ayatollah, je crois que c'est Khamenei. Qu'est-ce qu'on fait avec les différents leaders d'authentiques pays autoritaires, pour ne pas dire totalitaires, avec les dirigeants chinois? Il y a quand même quelque chose, là. Moi, ça m'embête un peu cette manie de se fabriquer toujours une figure d'Hitler pour justifier ensuite la diabolisation systématique de l'adversaire. Si on est vraiment devant Hitler, qu'on mène une guerre intégrale. Sinon, qu'on fasse de se compter les histoires. Trump, il n'y a pas besoin d'être Hitler pour être détestable. Dire Trump, c'est pas particulièrement agréable, mais on n'a pas le droit, parce qu'il nous est désagréable, d'un coup, de le transformer en monstre absolu. Écoute, je fais un lien, là. Michel Courtemanche, là, a créé un genre de nouveau média, une nouvelle télévision sur Internet, où il va présenter des sketchs, des séries, des spectacles d'humoristes. Et il dit parce que il y a des gants qu'on ne peut plus dire. Les télédiffuseurs sont tellement frileux qu'on a vraiment perdu une certaine liberté d'expression. Donc, nous autres, on va créer un genre de canal de télé, une station de télé sur Internet. Et moi, je me dis, là, si les diffuseurs, effectivement, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Parce que s'il y a des gens qui, tu sais, comme, où sont les émissions, là, où tu as un peu, là, de point de vue un peu conservateur, là, de l'ajoute, là, où tu es, entre autres, là, mais tu sais, il y a très peu de diversité d'opinion à la télé. Et les gens, vont se retourner vers, à un moment donné, soit la télé américaine où tu as Bill Maher, soit la télé britannique où tu as Piers Morgan, ou alors ils vont créer leur propre réseau sur Internet. Avec cette inquiétude que justement sur Internet, dans quelle mesure des points de vue dissidents, là, au-delà de la figure de Trump, seront tolérés longtemps? Parce que là, en plus, il y a des fédéraux qui s'en viennent avec leur loi sur la haine en ligne. Quand on sait la définition qui est donnée de la haine aujourd'hui dans nos sociétés, quand on sait sur quelle base se construit juridiquement la notion de discours haineux, eh bien, un gag qui particulièrement moqueur, aujourd'hui il y a quelques années, passerait aujourd'hui pour un discours haineux. Je regardais, je pense que c'était dimanche dernier, l'espèce de rétrospective pour Danny Turcotte, tout le monde en parle. Et ce qui est fascinant, c'est de voir ce qu'il se permettait de dire il y a 17 ans lui-même et au fil des ans. C'est-à-dire la liberté de parole qu'il s'accordait au début de l'émission et le ton qui était le sien aujourd'hui avait évolué. Parce que les
codes du rire autorisé s'étaient rétrécis. On le dit souvent, mais il faut le redire. RBO, c'est plus possible aujourd'hui. Ça ne serait plus possible. Les Bleus Poudres, ce serait plus possible. Les cyniques, ce serait plus possible. Donc, le rire autorisé a changé. Les codes du rire. Donc, j'ai l'impression que sur Internet, une chaîne d'humoristes dissidents, on sait comme ça, dans une forme de samizdat version Internet, je suis pas certain que ça va durer éternellement. Le contrôle des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pour ça que j'y reviens. Pour l'instant, c'est pour Donald Trump. Et là, on se dit tous, Donald Trump, dégage, on le déteste, le grotesque bouffon, dégage. Très bien, OK. Mais ensuite, ne soyons pas surpris si il se trouve soudainement beaucoup de gens dans la même situation que lui. Et il n'est pas interdit de penser que ça pourrait tomber sur ce pauvre Michel Courtemanche un jour. Oui. Et écoute, un autre sujet, mais connexe aussi. On a vu que l'Angleterre veut vraiment bouger là, pour protéger la liberté d'expression sur les campus universitaires. Et on va demander aux universités de nommer un genre de gardien de la liberté d'expression. Mais je m'excuse, mais si ce sont les universités elles-mêmes qui nomme ce gardien-là, ben on sait d'où il va venir, là. Voilà, moi, c'est pour ça que là-dessus, je pense que toute réflexion sur la situation de l'université doit se décentrer de cette idée comme quoi les universités sont absolument autonomes. Moi, je crois à la liberté universitaire, il n'y a pas de doute là-dessus. Je crois à l'autonomie en tant que telle de l'université, c'est un magnifique idéal. Mais quand on regarde aujourd'hui que c'est devenu en fait des baronnies idéologiques, hein. Ce sont des principautés idéologiques à prétention autonome et indépendante, mais publiquement subventionnée. La plupart du temps, faut quand même pas tout oublier. J'ai l'impression qu'ils ont fait la preuve qu'ils n'étaient pas capables de se réguler. Alors, espérons que la solution anglaise fonctionne. Si elle fonctionne, tant mieux. Écoute, on demande aux universités de se gérer eux-mêmes, de se policer eux-mêmes. Ils vont prendre quelqu'un qui vient du département de sociologie ou de sciences politiques, puis on sait cette personne-là, sa vision qu'il a de la liberté d'expression, là. Et j'y reviens, l'Université de Montréal nous a donné une démonstration assez inquiétante là-dessus il y a quelques mois, quand un rapport a été publié sur la question de la liberté d'expression sur des campus, commandé à Marie McAndrew, qui est une universitaire et une militante, on pourrait dire, entre guillemets, qui se réclame de l'antiracisme, hein, quand on sait tout ce qui vient avec ce terme-là aujourd'hui. Elle nous expliquait qu'il faut équilibrer sur les campus la liberté d'expression des conférenciers invités, par exemple, et de l'autre côté, la sensibilité des étudiants dits minoritaires. Bon, OK, donc on comprend que là, l'université, quand elle commande un rapport, c'est ça que ça donne. Donc moi, je crois qu'il faut développer une lecture politique de ce qui se passe dans les universités. C'est aujourd'hui c'est le pouvoir spirituel de nos sociétés. Hein. Elles ont pris le rôle de l'Église. Je parle évidemment dans les sciences sociales. Je parle pas de ceux qui traitent les cancers, et ainsi de suite. Ça, c'est autre chose. Bien que je souligne que dans plusieurs universités américaines, pour être embauché en mathématiques, pour être embauché en physique, il faut souscrire à l'idéologie diversitaire. Donc, comme quoi, la soumission à l'idéologie du régime, ça impose aussi dans des domaines qui, au premier regard, n'en relèvent pas. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, dans une université, il faut jeter un regard politique sur cette institution qui a trahi sa mission. Et on ne doit pas s'interdire de restaurer les conditions de la liberté universitaire. Je ne suis pas certain qu'on pourra faire ça simplement avec des mesurettes. Et comme tu dis, la science n'est pas à l'abri, hein, parce qu'il y a des gens qui disent que même l'idée même de science est une idée coloniale blanche. Il y a même il y a des documents qui me fascinent sur le fait qu'il y aurait l'enseignement des mathématiques serait lié à la suprématie blanche. Et là, on nous explique, par exemple, qu'une des marques de la suprématie blanche dans les mathématiques, ce serait notamment la recherche d'une réponse exacte. Et là, on dit, un instant, là. Premièrement, il y a une telle condescendance envers les non-blancs, entre guillemets. Donc, vous croyez que le souci de la réponse exacte, c'est le monopole des blancs. Mais faut-tu être dans un monde parallèle pour dire ça? Dire qu'on soit blanc, noir, asiatique, latino, qu'importe. Tous ont le souci des sciences exactes quand on se demande quand on fait une opération mathématique et ainsi de suite. Mais là, on nous explique que non, derrière ça, c'est une forme de condescendance blanche, je suis de marque la suprématie blanche. Donc, c'est du délire. Quel mépris derrière ça? Est-ce qu'on se rend compte du mépris qu'il y a pour les non-blancs, entre guillemets, dans ce discours qui assimile à la suprématie blanche le souci de la réponse exacte en mathématiques? C'est un monde parallèle. Donc ça, c'est pour ça que là-dessus, il faut voir comment cette idéologie
colonise tout aujourd'hui. C'est l'idéologie dominante. Tout comme au 20e siècle, il y a eu le marxisme qui était l'idéologie dominante à l'Est, eh bien, dans nos démocraties qui se croient libérales, qui se croient encore aujourd'hui à la défense des libertés, quand on regarde l'université, quand on regarde une partie du capitalisme woke, quand on regarde une partie de la bourgeoisie woke, il y a une idéologie dominante à laquelle il faut souscrire aujourd'hui si on veut évoluer en société. C'est complètement fou. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, prenez-vous pour épouse Karima. Alors, tu veux me parler de mariage, mon cher Mathieu? Oui, je vais parler de mariage. Alors, oui, avec plaisir. Pour Karima, c'est certainement pas la question ici, mais nous sommes fiancés. Alors non, c'est assez intéressant. Hier, il y a une question qui traîne dans l'actualité depuis plusieurs années, en fait, depuis le débat autour de Lola. On s'en souvient. Donc, c'était... Est-ce qu'on doit reconnaître aux conjoints de fait les mêmes droits qu'aux couples mariés? Est-ce qu'on est dans une situation qui ferait en sorte que les tribunaux devraient accorder aux conjoints de fait les mêmes droits qu'aux couples mariés? La question est revenue dans l'actualité ces derniers jours avec Anne-France Goldwater qui l'a replacée au cœur du débat. Madame Goldwater sait remettre une question dans le débat public. Elle a un certain talent pour la rhétorique. Et il me semble qu'il y a derrière tout cela quelque chose qui me semble un peu insensé, c'est que on se retrouve devant des gens qui voudraient finalement que l'État marie de force les couples, marie de force les individus. C'est-à-dire, le mariage est une institution fondamentale. C'est une institution que je respecte, c'est une institution que j'admire, et on peut souhaiter qu'il dure le plus longtemps possible. Sinon, pour ceux qui s'y engagent, toujours le rêve que ça dure jusqu'à la fin. Bon. Mais c'est justement parce que c'est une institution fondamentale qu'on doit la respecter comme telle et on ne doit pas chercher à en dissoudre le sens, en dissoudre la signification en disant que toutes les associations, quelles qu'elles soient, autrement dit les conjoints de fait, dès qu'on est conjoint de fait, on devrait être dans la même situation que les couples mariés. Je pense que dans une société libre, il doit y avoir un aménagement de statut pour les différents types d'unions possibles. Mais Mathieu, on est dans une société qui prône l'égalité des droits et là, les gens vont dire, c'est pas juste, c'est discriminatoire que les couples mariés aient davantage de droits ou soient mieux protégés que les couples non mariés. Oui, mais c'est pas le même type d'association. C'est-à-dire que un couple qui décide de se marier, c'est une décision de se marier. C'est une décision de pousser plus loin son association, de nouer un lien encore plus, je dirais, qui est le formaliser dans le droit. Il y a une décision là-dedans. Or, c'est pas à l'État à décider ou aux tribunaux de nous marier à notre place. C'est pas à l'État et aux tribunaux à dire que finalement, vous avez décidé de pas vous marier parce qu'il y a une décision, on ne fait pas se marier aussi, quoi qu'on en dise. Les gens décident de se marier ou non selon leurs valeurs, leurs préférences, leur univers mental, leur tradition, tout ça. Eh bien, l'État dit non, on s'en fiche de votre préférence, on s'en fiche de vos droits, on s'en fiche du fait que vous ne vouliez pas le mariage, soit que vous souhaitiez une association plus flexible. On décide de vous marier de force. Mais je vais faire l'avocat du diable et Dieu sait que je suis marié. C'est une décision que j'ai prise volontaire. Je suis très content d'être marié et je crois moi aussi à l'institution. Mais bon, bref, il y a des gens qui vont dire vous nous obligez à respecter une tradition qui est obsolète, qui est surannée, qui est terminée pour pouvoir avoir les mêmes droits. Mais d'aucune manière. C'est-à-dire que ces droits-là sont associés à une institution. Ensuite, on pourrait renverser c'est-à-dire que si on veut avoir ces droits-là, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'il y a une institution qui s'appelle le mariage, on se marie, et ensuite, soudainement, les droits en découlent. Mais inversement, les individus ont le droit aussi de ne pas vouloir ce type d'association. C'est un droit, me semble-t-il, fondamental que de ne pas se faire conscrire de force dans une association qu'on ne souhaite pas. Puis moi, mais ils vont être obligés de se marier parce que sinon, ils n'auront pas les mêmes droits. La femme ne sera pas autant protégée que si elle n'est pas mariée. Mais c'est là que je suis pas d'accord. C'est-à-dire que si on croit justement à l'égalité des individus, si on croit à l'importance du consentement, au consentement à l'institution, au consentement à différents types d'unions qu'on peut embrasser, eh bien, en dernière instance, me semble-t-il que l'État n'a pas à décider de se transformer en ingénieur social, en marieur de force. L'État n'a pas à abolir le consentement des uns et des autres. Il n'a pas à supposer que les couples qui ne sont pas mariés ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas à supposer que les couples qui ont décidé d'un autre type d'association sont trop inconscients pour en connaître les conséquences.
Donc, je pense qu'à travers ça, c'est le statut de l'individu qui est en question. C'est le statut de l'individu, c'est le libre droit des gens de s'associer, de définir des rapports contractuels librement. Ensuite, encore une fois, qu'on ne voit pas dans mon propos un seul instant le mépris du mariage. Au contraire, c'est une question fondamentale qu'on aurait, à mon avis, on a tout intérêt à promouvoir, mais il n'en demeure pas moins que l'État n'a pas à définir, d'abolir finalement les différents types d'unions disponibles qui correspondent à différents types d'associations, de rapports amoureux. Mathieu, moi je l'ai fait de façon très, très traditionnelle. J'ai même fait ma demande dans un restaurant, le genou à terre, la bague, là, puis tout ça, là, vraiment comme dans un film des années 50. Elle avait une robe de mariée. J'étais bon. Mais il y a des gens, si les gens aiment pas ça, là, tu peux te marier devant un imitateur d'Elvis à Las Vegas, tu peux te marier devant un protonotaire à la ville de Montréal, puis c'est tout, là. L'institution du mariage n'est plus confisquée, si on veut utiliser ces mots, par tout le protocole que certains jugeraient lourd, à l'ancienne. Ça, il est possible de se marier aujourd'hui, si je me trompe pas, dans les formes les plus déritualisées possibles. En dernière instance, c'est un contrat formel, désymbolisé, déritualisé pour ceux qui le veulent. Pour d'autres, ça doit demeurer une cérémonie, ça marque un passage définitif dans l'existence. Il y a plusieurs modalités. Est-ce qu'il y a une dimension religieuse ou non? Bon, tout ça, ça fait partie. Donc, il y a plusieurs portes d'entrée dans le mariage. Mais en dernière instance, la question est de savoir si on doit y être précipité de manière obligatoire. Et moi, j'y reviens là-dessus, c'est mon côté libéral. Moi, je suis pas du tout un individualiste forcené. Hein. C'est-à-dire que je crois au collectif, je crois à la nation, je crois à tout ça. Mais je pense que l'individu existe aussi. Je pense que l'individu a ses droits fondamentaux de définir jusqu'où il veut s'engager. Attends une minute, Mathieu, regarde bien ça. Là. Si jamais les couples qui hors mariage, qui sont pas mariés, ce qu'on appelait avant les couples à côté, là, ok, là, s'ils ont les mêmes droits que le mariage, ils ne sont pas obligés de se marier pour avoir les mêmes droits, les mêmes obligations. Là, ça rendrait le mariage encore mieux. Ça rendrait, tu te maries pas pour une question de droit ou en cas de divorce et tout ça, tu te marierais vraiment parce que t'aimes l'institution. Il me semble que ça redorerait encore, ça donnerait encore plus ses lettres de noblesse à l'institution du mariage. Ou ça la réduirait une forme d'attribut symbolique sans intérêt. C'est-à-dire que ça deviendrait une forme que le crémage d'une association où l'essentiel serait ailleurs. Et c'est pour ça que, pour peu qu'on croit, évidemment, ça implique, ça définit le rapport qu'on a à la société moderne. C'est-à-dire, est-ce qu'on suppose que les individus sont suffisamment éclairés pour décider de leur choix dans l'existence? Bon, apparemment, c'est pas l'idée de tout le monde, mais si on suppose qu'ils sont suffisamment éclairés, est-ce qu'on peut concevoir le fait que les individus sont en droit de vouloir différents types d'associations, que les couples eux-mêmes peuvent vouloir différents types d'associations, qu'il n'y a pas une espèce de modèle uniforme qui viendrait écraser tout le monde. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a différents types de personnalités différentes? Et donc, si on reconnaît ça, il me semble qu'il y a une forme de différentes options qui se présentent à soi. Le mariage vient justement consolider dans le droit l'union, vient lui donner une portée tout autre. Ensuite, quand j'y reviens, à moins de se croire en droit justement de toujours resserrer un peu plus les vis de l'association sociale. L'État se donne le droit de formaliser, de contractualiser, de définir, de réglementer toutes les unions possibles. Il se fiche de notre consentement, il se fiche de notre volonté, il se fiche du fait qu'il y a différents types d'associations possibles. Il dit c'est un modèle, puis à partir du moment où vous accotez, entre guillemets, c'est comme si vous êtes mariés. Mais là, on a envie de dire, un instant, c'est quoi cette espèce d'intrusion dans la vie privée, cette intrusion dans la vie sociale de manière exagérée? Et c'est probablement, c'est le fond de mon opposition derrière tout ça, c'est que l'ingénierie sociale, ça peut devenir assez agaçant rapidement. C'est-à-dire que l'État protège les gens, protège les couples, qui définissent des balises, il n'y a pas de problème avec ça, qu'ils viennent d'un coup, je reviens avec cette formule parce qu'elle me semble importante, marier de force les gens. Qu'est-ce que ça implique en dernière instance? Ça veut dire que les gens qui sont pas mariés devraient tôt ou tard espérer négocier des contrats pour se délivrer des obligations du mariage auquel ils se sont soumis. On les a condamnés sans qu'ils se soient mariés eux-mêmes. Ça ouvre une espèce de... Il faudrait donc programmer devant les tribunaux, devant le notaire, tout ça, prévoyez le fait qu'on n'est pas marié, donc on veut que ça ait des conséquences, le fait d'être pas marié. Ça devient absurde. Je dirais, à un moment donné, à trop... Oui, et en plus, il y a des couples moi j'en connais, il y a des couples qui veulent pas vivre ensemble. Tu sais, ils ont chacun leur maison, puis ils se voient de temps en temps, puis tout ça. Est-ce que ces gens-là seraient considérés comme mariés de fait, alors qu'ils ne partagent pas le même appartement? Ah, c'est une autre question, ça.
Non, mais elle est bonne. Alors, c'est pour ça que on en revient à cette idée de la lutte contre les discriminations, elle est fondamentale lorsqu'elle lutte devant des discriminations qu'on peut penser au sud des États-Unis, par exemple. Ça, c'était évidemment, il y a des situations dans le monde d'aujourd'hui encore où elle mérite d'être menée. Parfait. Mais la lutte contre les discriminations, aussi noble soit-elle moralement, aussi noble, c'est un bel idéal, même les plus beaux idéaux peuvent être, je dirais, peuvent dériver. Oui. Or, je crois qu'en ce moment, présenté sous le signe de la lutte contre les discriminations, la volonté d'abolir le libre droit d'association, finalement, c'est clair, mais c'est fondamental, d'abolir la distinction des institutions sociales, d'abolir le mariage seulement en faisant qu'une forme de résidu symbolique, de faire en sorte qu'on est tous mariés de force sans nous avoir demandé la permission. Mais tout ça au nom de la lutte contre les discriminations. J'ai l'impression qu'on est dans une forme de jeu de langage. On pervertit le sens des mots. Puis en dernière instance, ben encore une fois, c'est l'État qui se permet d'empiéter encore un peu plus dans nos vies intimes, nos vies privées. Mais merci beaucoup, Mathieu. Je te laisse aller choisir ton gâteau. C'est très important, ça, le gâteau, test du gâteau. C'est important toujours, avec ou sans mariage. Oui. Salut, Mathieu. Bye bye. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors Mathieu, je sais que tu veux parler des plaintes pour le service en français là, à l'Office de la langue, mais tout d'abord, écoute, je veux rien qu'attirer ton attention dans Le Devoir aujourd'hui, une lettre ouverte signée par 2 étudiants en sociologie qui nous disent... Tu as lu ça? Oui, bien sûr. Non, mais qui nous disent, attends une minute, mais qui nous disent que la raison triomphante héritée des Lumières, c'est paternaliste et qu'il faut accorder davantage de place dans les universités à l'émotion plutôt qu'à la raison. Écoute, c'est fou furieux. J'ai lu ce texte qui est une version... donc pas très élaboré, un peu bas de gamme du credo, on pourrait dire à prétention décoloniale dans les universités. Certains disent le côté politique, on va dire woke, là, mais pour le dire de manière plus académique, c'est le credo décolonial qui nous vient directement du politiquement correct des années 80 et plus encore des années 70, l'espèce de conversion culturelle du marxisme, la contre-culture. Je résume. Derrière l'universalité ne serait qu'un masque, la science ne serait qu'un masque, la raison ne serait qu'un masque pour que se déploie d'une manière ou de l'autre l'idéologie blanche, le patriarcat, un monde hétéro-phallo-centré, et ainsi de suite. Donc, pour permettre aux différentes minorités qui seraient oppressées par la raison, enfin, derrière la raison par l'idéologie blanche, et ainsi de suite, il serait nécessaire d'institutionnaliser des savoirs concurrents, des savoirs puisants dans l'expérience des groupes minoritaires, et ça permettrait à terme de décoloniser les mathématiques, de décoloniser la physique, de décoloniser la chimie, de décoloniser la biologie, de décoloniser la littérature. En dernière instance, ça réduit le savoir à un pur rapport de pouvoir. En dernière instance, ça réduit le savoir à une pure forme d'idéologie. Donc c'est plutôt banal en quelque sorte comme lettre, on y est habitué, mais il est fascinant de voir que des gens récitent ça à la manière des prières d'antan. Mais comme tu le dis souvent ici sur nos ondes, bientôt on va nous dire que 2 + 2 = 4, c'est colonialiste, que c'est la supériorité blanche et que il faut apprendre à ce que dans certaines cultures 2 + 2 = 5. Ah ouais, mais ça dépend. Tu crois que tu blagues, mais pas dans le sens. Je vais te donner un exemple. Alors, j'ai pas le document devant moi, mais je pourrais te le retrouver facilement. Alors, au nom, par exemple, de la lutte contre la suprématie blanche, on va expliquer qu'il faut changer l'enseignement des mathématiques. Ça, je sais pas exactement. Il faudrait que je retrouve le document, mais je pourrais en témoigner sans souci. On nous explique qu'est-ce que c'est la suprématie blanche en matière d'enseignement des mathématiques, parce que spontanément, ça nous vient pas à l'esprit, mathématiques et suprématie blanche. Et puis on va nous dire que c'est une approche fondée sur la recherche d'une solution exacte, une solution de problème. Alors qu'une rupture avec la suprématie blanche, ce serait valoriser la démarche, valoriser l'enquête, valoriser la recherche au-delà du souci de la réponse exacte. Et là, on lit ça, puis il y a bien d'autres choses. Mais là, on lit ça, puis on se dit, mais est-ce qu'ils se rendent compte, ceux qui tiennent de tels discours, de la condescendance effrayante qu'ils ont à l'endroit des non-blancs, entre guillemets. Comme si les non-blancs, eux, n'avaient pas le souci de la réponse exacte. Comme si les non-blancs étaient étrangers à la raison. Comme si les non-blancs étaient... Non, mais
quelle sottise. Non, mais c'est condescendant. Et moi, j'ai toujours cru, on m'a toujours appris que le nombre zéro, par exemple, c'était les musulmans, c'était les Arabes qui est arrivé avec le nombre zéro. Mais on est dans cette idée qu'il n'y a pas de connaissances possibles. Alors là, il faut jouer à tout prix à faire des nuances. Évidemment que tout fait en sciences sociales est lié à une représentation. C'est-à-dire qu'on est bien prêt à concéder que personne n'a accès immédiatement à la vérité du monde. Il y a toujours des symboles, il y a toujours un biais culturel. OK. Mais là, on tombe même dans le domaine des sciences dites dures, donc les mathématiques, donc la physique, tout ça. Même là, on veut voir la trace de l'esprit colonial. Donc là, c'est que ça devient, c'est une névrose en quelque sorte, soyons honnêtes. Puis en plus, soyons méchants aussi, c'est que ça permet à des gens qui ont souvent une culture, disons-le, approximative au plan académique, d'avoir d'un coup l'impression de tout comprendre, de tout posséder, de tout connaître, de pouvoir tout abattre, parce qu'ils ont compris en quelques formules de quelle manière fonctionne le logiciel de la déconstruction. Et encore une fois, je le redis, il y a une condescendance. On nous dit globalement que le souci de la rationalité de la science, ce serait blanc. Mais quelle sottise! Les Noirs, les Arabes, on va faire la longue liste s'il le faut, les Latinos, les Japonais, les Chinois, ce sont tout autant capables, désireux et volontaires de fonctionner selon dans une recherche de la raison, une recherche de la vérité. C'est quoi cette espèce d'idée que ce serait une forme de l'expression du privilège blanc, encore une fois, que d'être dans la quête de la vérité? Non, mais c'est une blague funeste. Mais le fait est que c'est quand même l'orthodoxie académique. Et là, on signe des pétitions là-dessus. En vous avez signé des pétitions, c'est toujours agréable. Alors, ça permet de participer à une meute lyncheuse du moment. Alors, c'est absolument insupportable, mais c'est ce qui passe aujourd'hui pour le sens commun dans l'université. Je me permettrais même un commentaire de plus là-dessus. Le savoir partagé, le sens commun académique universitaire, il y a quelques décennies déjà, puis Lucien Bouchard est un peu l'héritier de ça, c'était les humanités, les humanités grecques, les humanités latines. C'était la culture issue de l'Antiquité gréco-latine qui avait été ressaisie avec la Renaissance, repris ensuite. Donc toute une démarche. Donc c'était ça la culture commune qui faisait qu'un avocat, un chimiste, un médecin avait un langage commun pour parler des choses. Aujourd'hui, ce sont les loufoqueries décoloniales, intersectionnelles, qui sont le nouveau sens commun académique. Donc, autrement dit, de ce point de vue, c'est pas un détail. C'est en train de s'imposer même dans les facultés qui font des recherches les plus pointues. C'est le sens commun inversé de notre époque qui nous a permis devant cela de rire, mais aussi de contre-attaquer. C'est complètement fou. On va revenir sur le plancher des vaches. Ici, le nombre de plaintes a explosé dans les 5 dernières années à l'Office québécois de la langue française. Et ce qui est intéressant, c'est que ça provient pas seulement de la région de Montréal. On parle ici de plaintes qui proviennent de la Montérégie, de l'Outaouais, de l'Anaudière. Donc, ça déborde. Oui, et moi, devant cela, alors mon premier réflexe devant ça, c'est de dire, puis je le pense pour vrai, que la réponse doit être politique. Alors moi, j'attends désespérément la loi du ministre Jolin Barrette qui marquera une réponse politique ferme par rapport à ça. Puis moi, en plus, en ces matières, je suis assez ambitieux. C'est-à-dire une réforme de la loi 101, une baisse de l'immigration, il y a toute une série de mesures, renforcement de l'enseignement de l'histoire. Pour moi, c'est un bouquet de mesures qui peut vraiment permettre de renverser la tendance. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui que j'ai aussi envie de faire l'éloge de l'intransigeance linguistique. C'est-à-dire les Québécois sont trop souvent moutonniers, bêlants, accommodants, bon ententistes, jusqu'à servir de tapis dans l'histoire de vouloir être polis. Et là, on aurait envie de dire à chacun d'entre eux de se tenir, tout simplement, de ne pas capituler, de ne pas voir de la courtoisie dans l'auto-effacement. Ce n'est pas être courtois que de se considérer comme optionnel chez soi. C'est un rapport de pouvoir qui se joue autour de la langue. C'est un vrai rapport de pouvoir qui se joue dans la langue, dans la grande région de Montréal surtout. C'est pas la courtoisie du maître d'hôtel qui accueille au Saguenay, qu'en sais-je, qui accueille en Mauricie un touriste américain dans sa langue. C'est pas de ça dont on parle. On parle en ce moment d'un effacement du français à Montréal. On parle d'une régression. Donc, si chaque Québécois en lui-même ne décide pas de se redresser, puis de se croire lui-même aussi porteur de cette bataille et de croire que l'État est le seul à pouvoir faire la chose. Moi, je crois que l'État a un rôle fondamental. Mais si chacun démissionne, en dernière instance, on est appelé à mourir parce que cette culture, nous ne la porterons plus en nous et nous ne serons plus prêts à nous battre
au quotidien. C'est pas grand-chose. On demande à personne de se transformer en révolutionnaire en Che Guevara. Tout ce qu'on dit, c'est considérez pas que votre langue est optionnelle dans les interactions sociales. Ce petit éloge de l'intransigeance linguistique est là pour nous rappeler qu'on a chacun quand même un rôle dans la défense de notre langue. Mais Mathieu, j'ai 3 enfants, 25 ans, 21 ans, 12 ans, et lorsque j'allais naguère, quand c'était permis au restaurant avec eux et que je n'étais pas servi dans ma langue et que je demandais à avoir des menus en français parce qu'on me donnait des menus en anglais, mes enfants, arrête papa, arrête, fais pas un scandale, ils avaient honte, ils rougissaient, ils roulaient des yeux, tout ça. Tu sais, c'est pas dans leur culture de faire ça. Ah ben t'as absolument raison, je l'ai constaté souvent, mais c'est à ce moment qu'il faut être, je dirais, juste un peu capable d'effaroucher même ses amis. Non, moi je suis évidemment le type insupportable qui dans un restaurant, quand on me dit hi sir, pardon, parce que moi c'est très révélateur, c'est pardon, et en ces matières, il y a quand même une capacité de décoder, hein. Il y a une manière de dire pardon, il y a une manière de dire excusez-moi qui est compris comme un signe politique, d'autant que c'en est un. Et là, ça crée un petit malaise. Mais en général, à tout le moins c'est mon expérience, ce malaise, à un moment donné, on comprend que finalement, vous parliez français, très bien, vous le parlez très bien, en plus, cher ami, formidable, vous n'auriez jamais dû hésiter à me parler français. Et là, d'un coup, ceux qui étaient gênés et qui tremblaient et qui mouillaient leurs pantalons à côté de nous, sont finalement pas malheureux que l'un d'entre eux, se soit chargé du mauvais rôle du défenseur du français. Et puis qu'on vienne pas nous faire croire en pensant que c'est exceptionnel. Comme tout le monde, en pandémie, on ne peut pas aller au restaurant, c'est normal, c'est la vie, mais on commande quand même pour soutenir des restaurateurs locaux, parce que quelquefois on a envie de faire néanmoins la fête à la maison. Soyons sérieux. Je veux dire, 9 fois sur 10, le livreur arrive et n'est pas capable de me dire un mot de français. Et chaque fois, la maison, Sophie est furieuse, puis elle dit au livreur comment ça se fait. C'est que là, on peut dire, il y a des gens qui vont dire oui, mais ce job-là de livreur, c'est souvent des immigrants qui viennent d'arriver ici. Bon, c'est des jobs que les Québécois de souche ne veulent pas faire. Ouais. Je peux comprendre, mais Mathieu, ils peuvent dire bonjour, merci. Ils peuvent apprendre à dire bonjour, merci. Déjà, là, moi, je ne demande pas qu'ils me récitent la tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Je veux qu'ils me disent bonjour et merci. Mais tu me permettras d'utiliser cette expression scientifique par rapport à l'argument qu'ils viennent d'arriver puis ils parlent pas français, c'est compliqué. J'ai une réponse qui s'appelle fuck it, calice. Pardonne-moi. et c'est la chose suivante, c'est-à-dire, là, vous arrivez ici, vous êtes en interaction tous les jours avec des gens qui commandent. Donc, la première règle, surtout si on est dans les services, c'est d'être capable d'interagir en français. S'ils ne sont pas capables de dire bonjour, merci, au revoir, s'ils ne sont pas capables de faire ça, il y a 2 possibilités. La première, c'est que les Québécois francophones sont à ce point moutons, justement, qu'eux-mêmes s'inclinent devant qui dit « Oh, no French, no French, no French ». Mais ça va. Ou il y a tellement de régression du nombre de francophones à Montréal que le besoin de parler français n'est plus là et puis qu'on peut même se passer de bonjour, au revoir, merci. Donc, il y a ces 2 possibilités-là. Et moi, quelquefois, moi qui n'aime pas parler anglais au Québec pour le dire ici, il m'arrive quelquefois, poliment, de gentiment rappeler aux gens « You're in Quebec, sir ». Et là, j'explique pourquoi c'est en français, c'est une marque de respect élémentaire. Je ne doute pas que la prochaine fois, vous nous parlerez français. Hein, je l'explique poliment quand même, en me disant que s'ils rencontrent 5 ou 6 gus comme moi qui leur disent, il se peut que ça ait un effet. Mais ça, je pense qu'il faut, là-dessus, ce que j'appelle l'intransigeance. Oui. Il ne faut pas se dire « Ah, mais le pauvre, il vient d'arriver ». Non, mais s'il venait d'arriver en Italie, il parlerait italien. S'il venait d'arriver en Suède, il parlerait en suédois. Il arrive au Québec, il parle français. Non, mais l'affaire, c'est qu'il n'arrive pas au Québec. Il n'arrive pas au Québec, il arrive au Canada. C'est ça le maudit problème. Le Québécois est chargé de porter son drapeau minimalement, ne serait-ce que le temps d'une interaction pour dire bonjour, merci, au revoir. C'est très agréable de vous entendre parler français. On est quand même en train de considérer que c'est une victoire collective qu'on réussit à se faire dire bonjour dans notre propre pays. Mais écoute, ça va être réglé, là. Il y a pas 75 solutions. Quand on va devenir un pays, puis les gens vont venir dans un pays qui va s'appeler le Québec, qui va être un pays francophone, le message va être clair. Là, on envoie 2 messages. Et c'est ça. Tu parles convaincu à la matière. Je dis qu'un seul rêve, c'est de voter oui le plus tôt possible. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Merci beaucoup, Mathieu. Au grand plaisir. Bye bye.